sous mes sous et ma zouzou ce soir. Je donnerais bien 100 sous pour le savoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hors série. Vous l'attendiez, la voici, la foire aux questions à l'occasion des 50 000 abonnés. Au passage, je suis sincèrement ravi de voir que notre petit club se soit autant agrandi et j'espère bien qu'il continuera ainsi. Vous avez été nombreux à jouer le jeu et à me poser toutes sortes de questions, plus de 150 si ma mémoire est bonne. J'en ai choisi une vingtaine que je me suis permis de regrouper autour de 3 grands thèmes. Les questions concernant la chaîne et son organisation, celles concernant les fictions, et enfin les questions me concernant, car j'ai remarqué avec surprise que je vous intriguais. Je précise que je n'ai pas préparé mes réponses à l'avance, veuillez donc me pardonner les quelques balbutiements qu'il y aura sans doute et que j'essaierai d'élaguer au montage. Allons-y. Mais qu'attendons-nous ? La première question nous est posée par Wolfius2. Comment est venue l'idée de cette excellente chaîne ? As-tu une activité professionnelle à côté ? Si oui, comment t'organises-tu pour mêler les deux ? Eh bien déjà, merci pour le compliment. L'idée de la chaîne m'est tout simplement venue parce que je voulais publier moi-même le livre Votre grâce est sur les dents, et je voulais le faire d'une manière un peu plus originale que ce qui se fait traditionnellement. Et initialement, c'était pour ça, c'était pour publier le livre, ce qui a été fait, et ce dont je suis très fier d'ailleurs. Par la suite, je me suis dit que je pouvais continuer un peu dans la veine que j'avais initiée avec le roman et son ambiance, et faire des vidéos un peu plus typiques de YouTube, dirons-nous. Enfin, typique oui et non, puisque je voulais faire quelque chose que je n'avais pas vu sur YouTube, et aborder l'histoire avec un angle un peu plus original, un peu différent de ce qui se voit habituellement. Je n'ai rien contre les vidéastes qui abordent l'histoire, bien au contraire, je trouve que c'est super, mais je ne suis pas forcément un aficionados de la forme qu'ils utilisent dans leurs vidéos. En fait, pour ne rien vous cacher, ça me fait souvent penser aux exposés auxquels j'assistais à la fac, sauf que, vu que c'est sur YouTube, on peut se permettre d'être un peu plus léger, et personnellement, c'est quelque chose qui me parle pas des masses, et je voulais en fait prendre un point de vue différent, une forme différente, et en fait vraiment emmener le spectateur dans l'histoire. Ne pas observer l'histoire avec un œil un peu lointain, vu du dessus, comme si on observait un microcosme de loin. Je voulais vraiment emmener le spectateur dans ce microcosme, le faire déambuler dans l'histoire directement, et en fait me servir de toutes les petites choses, de toutes les petites différences qu'il y avait avec la vie d'autrefois, pour digresser sur des thématiques un peu plus sérieuses, ou bien le fait que tel petit détail permet de comprendre la grande histoire. Et voilà, c'était pour ça aussi que je voulais faire les TCBS, c'était pour traiter l'histoire d'une manière que je n'avais pas vue sur YouTube, et que j'aurais bien aimé voir. Voilà. As-tu une activité professionnelle à côté ? Si oui, comment t'organises-tu pour mêler les deux ? Eh bien, effectivement, j'ai une activité professionnelle, ce n'est pas un secret, vous m'avez peut-être déjà entendu ou déjà vu sur la chaîne Poisson Fécond, sur laquelle je travaille depuis 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, peut-être un peu plus de 3 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains me font souvent la réflexion, j'ai déjà entendu cette voix quelque part, c'est sans doute sur Poisson Fécond que vous l'avez entendu. Concernant la manière dont je m'organise pour mêler les deux, c'est très simple. Quand ma journée de travail classique se termine, une deuxième journée de travail commence, celle consacrée du coup à cette chaîne, au Strige, et bien tout simplement, je fais ça sur mon temps libre, tout simplement. Voilà, j'espère avoir répondu. La deuxième question nous vient de Hal, qui demande « Travaillez-vous seul ou avec plusieurs acolytes ?» J'ai essayé de m'adapter à votre riche dialogue, bien à vous. Eh bien, merci d'avoir fait l'effort, je suis tout à fait touché. Travaillez-vous seul ou avec plusieurs acolytes ? C'est très simple, je travaille seul, de A à Z, enfin, presque seul, puisque Eric, un ami monteur, m'aide toujours, fait toujours une vérification avant que je publie les vidéos. De son œil expert, il voit la vidéo une première fois, le premier rendu ou le deuxième que je fais de la vidéo. Il me dit un petit peu les problèmes qu'il peut identifier, ça peut être des images qui s'enchaînent mal, ça peut être des problèmes de volume ou ce genre de choses-là. Et en fait, ça me permet d'avoir un premier avis sur la vidéo et de faire des ajustements, les ajustements en conséquence. Comme il est de bons conseils, je lui envoie systématiquement les TCBS avant leur publication pour avoir son avis. Donc tout seul, sauf quand il s'agit de corriger les vidéos. La troisième question nous vient de Maeva. Bonjour le Strige, comment trouves-tu tes informations et les archives, notamment photographiques, que tu utilises pour les TCBS ? Te rends-tu dans des lieux spécialisés ou trouves-tu tes archives en ligne ? Eh bien, pour ce qui est des informations des sources, elles sont surtout trouvables en ligne,
sur des sites comme Gallica ou Retro News. Ça permet tout simplement d'avoir des sources de première main, c'est-à-dire des témoignages d'époque. Ça peut être des auteurs qui se sont rendus dans les lieux qu'on évoque, mais j'utilise aussi des livres historiques publiés un peu plus tard, typiquement pour les prostituées, là j'en prends un sous les yeux. C'est le livre de Laura Adler sur les maisons closes, où vous voyez en fait ce sont des livres d'histoire un peu plus classiques, publiés, celui-ci est publié dans les années 2010, mais je crois que c'est une réédition. Ça permet en fait d'avoir un regard plus général sur le thème dont on va parler, et ça permet aussi en fait en consultant la bibliographie de ces ouvrages d'avoir des références pour les sources de première main. Pour ce qui est des archives photographiques, alors je vais digresser et parler aussi des archives filmiques. Alors c'est très simple, je cherche des films qui sont la plupart du temps trouvables sur YouTube. Je prends surtout les films muets et expressionnistes allemands, tout simplement parce qu'en fait dans l'expressionnisme, il y a des séquences, des plans très longs qui permettent de vraiment avoir l'expression des personnages et de pouvoir les utiliser pour montrer une réaction à quelque chose. Donc c'est très simple, je me procure le film, voilà, en allant sur YouTube, je le passe à la moulinette dans mon logiciel de montage, c'est-à-dire que je le regarde, souvent en version accélérée parce que sinon les films durent quand même en moyenne 2 heures, donc je me le passe et j'isole chaque moment que je trouve pertinent. Chaque moment que je trouve intéressant et qui je pense pourrait servir à une vidéo. Une fois que les séquences du film qui m'intéressent ont été isolées, je les range dans une sorte de bibliothèque que je me suis fait, une bibliothèque de films et de réactions. Toutes les réactions sont classées selon l'émotion que je veux illustrer, et donc voilà, c'est comme ça que je fais. Donc je prends je regarde des films, j'isole les passages qui m'intéressent, je les mets de côté et je m'en sers quand j'en ai besoin. Je ne me rends pas spécialement dans des archives ou ce genre d'endroits parce que tout simplement beaucoup de choses sont numérisées et disponibles en ligne, mis à part des documents très spéciaux type archives de police, etc., etc. J'espère avoir bien répondu à la question. On passe donc à la suivante. Une question donc de Julien Lecomte. Quand tu bosses sur un projet type Titanic, tu prends combien de temps entre l'idée, les recherches, l'enregistrement et la mise en ligne? En général, l'idée ne prend pas beaucoup de temps, quoique il m'arrive souvent en fait de penser que un sujet pourra juste tenir dans une vidéo, mais souvent quand je commence les recherches, etc., je me rends compte que plusieurs vidéos seront nécessaires pour traiter l'intégralité du sujet. C'est le cas pour le Titanic, mais c'est aussi le cas pour les prostituées. En termes de temps, l'idée, les recherches, l'enregistrement, la mise en ligne, etc., je dirais que si j'arrive à avoir un rythme de travail soutenu, c'est-à-dire à travailler au moins on va dire 3 heures par jour, plus 6 ou 7 heures par jour le week-end, donc on va dire 14 heures par week-end, ça peut prendre 3 à 4 semaines, c'est-à-dire que l'idée ne prend pas longtemps, l'écriture ça peut prendre 1 semaine, l'enregistrement prend en général 1 heure, c'est surtout le montage en fait qui rajoute beaucoup de temps, parce que j'essaie d'avoir vous l'avez peut-être remarqué, mais j'essaie d'avoir un montage un petit peu original qui sort de ce qu'on voit un peu traditionnellement sur YouTube. Et le fait d'utiliser des films très spéciaux, avec des séquences spéciales pour illustrer les choses que je veux vous montrer, ça nécessite forcément du temps. Voilà. Là, j'ai vu plusieurs fois les Nibelungen, avec le fameux roi Hagen de Trogne, que vous pouvez voir à de nombreuses reprises. Je vais le montrer, ça vous dira sans doute quelque chose. C'est lui, le fameux. Les Nibelungen, je crois que c'est un film en 2 parties qui dure à peu près 4 heures, voilà. Sachant que je rajoute régulièrement des films dans la bibliothèque pour renouveler un petit peu les expressions que vous pouvez voir. Donc à peu près, si j'arrive à vraiment... si je travaille suffisamment d'heures sur un projet et que je ne travaille que sur ça, on va dire 3 à 4 semaines. Voilà. Alors la prochaine question nous vient donc de YouBabe YouYou, qui nous en pose donc plusieurs, a priori en une seule. Hello le Strige, super contente pour la FAQ. Petit 1. Ton élocution est parfaite sans parler de ton excellent timbre de voix. Merci beaucoup. Donc je me demandais si tu avais fait une école théâtrale. Eh bien non, j'ai fait du théâtre étant jeune, mais non, pas d'école de théâtre. Deuxièmement, tu me sembles passionné d'histoire et ton travail est si méticuleux. Est-ce un hobby ou alors as-tu eu une formation en histoire? Eh bien, les deux. C'est-à-dire que je suis passionné d'histoire et c'est un hobby, la chaîne est un hobby, et j'ai eu une formation en histoire, je suis allé, pour ceux que ça intéresse, je suis allé jusqu'au Master 2 à la Sorbonne, mais j'étais médiéviste, je n'étais pas contemporanéiste, je faisais de l'histoire médiévale. Voilà. Troisièmement, quand je vois le travail titanesque, entre parenthèses, j'adore le Titanic, soit dit en passant, des TCBS, penses-tu avoir recours à une équipe dans un futur proche pour t'aider et du coup nous régaler plus fréquemment avec tes vidéos? Eh bien avant d'avoir du monde et éventuellement des gens qui m'aideront pour faire ce que je fais, j'aimerais bien tout simplement pouvoir m'y consacrer plus. Ce serait déjà très bien, avant de penser plus loin.
Quatrièmement, ta chaîne grandit de jour en jour, j'imagine que tu penses à l'après ou comment faire évoluer, sujet spécifique, collab, etc. Que peux-tu partager à ce sujet avec nous? Et s'il te plaît, ne change pas trop, on aime l'ADN de cette chaîne. Eh bien j'en suis ravi, merci beaucoup pour tous ces compliments. Comment faire évoluer la chaîne? J'aimerais bien m'y consacrer plus, mais tout simplement en fait le temps que je peux y consacrer est tout simplement limité par mon temps libre. Pour l'instant, en ce qui concerne l'évolution de la chaîne, eh bien j'espère tout simplement la faire grandir avec des sujets intéressants. J'aimerais bien aussi changer un petit peu d'époque, ne pas m'enfermer non plus dans le 19e siècle. J'ai déjà quelques idées sur des sujets où on changerait vraiment d'époque et d'endroit, mais il faut que je réfléchisse aussi à l'esthétique en fait qu'il y a dans les vidéos. Comment faire coller cette esthétique, comment garder justement l'ADN de la chaîne dont on parle et l'adapter à d'autres époques. Pour les collabs, écoutez, a priori, il n'y en aura pas pour le moment, mais je suis assez ouvert aux propositions. La prochaine question nous vient de Anaïs 4 2004. Comment tu arrives à trouver tous les supports visuels pour tes sujets? Comment se passe ton procédé d'écriture ou d'imagination pour tes fictions? As-tu déjà pensé à faire du voice acting? Car ta voix est super et peut facilement changer de ton, je trouve. Eh bien merci. En ce qui concerne les supports visuels des sujets, j'y ai déjà répondu dans une précédente question, mais je vais le rappeler brièvement. Je trouve des films sur internet, des vieux films, en général les années 20, plutôt expressionnisme allemand, des films muets, puisque les personnages sont très expressifs. Je les passe à la moulinette dans mon logiciel de montage et je garde les meilleurs extraits, les meilleurs passages que j'utilise dans les vidéos. Comment se passe ton procédé d'écriture ou d'imagination pour les fictions? Eh bien ça, nous y reviendrons dans la deuxième partie de la vidéo, qui concerne davantage les fictions. As-tu déjà pensé à faire du voice acting, car ta voix est super? Eh bien écoutez, pour ce qui concerne le doublage, écoutez, ce n'est pas mon métier tout simplement. Il y en a qui le font avec beaucoup plus de talent que moi, et qui ont aussi beaucoup plus d'expérience dans ce domaine. Question suivante, de Gabriel Laframboise. As-tu un monteur et où trouves-tu tes extraits de vidéos des anciens temps que tu places dans tes vidéos? Sinon, magnifique qualité, je t'adore, je rigole beaucoup durant tes vidéos. Eh bien, j'en suis ravi, merci beaucoup. Je n'ai pas de monteur, comme je l'ai dit, un monteur professionnel m'aide dans la finition des vidéos, en me faisant un retour dessus, mais sinon je le fais tout moi-même, le montage aussi. Et pour ce qui est de trouver les extraits vidéo, je l'ai déjà dit. Ah, je peux peut-être ajouter quelque chose, c'est que je regarde aussi de temps en temps des films parlants, des années en général 40, 50, 60 on va dire, et ce qui me permet d'avoir des petites réflexions, des textes, des citations, des passages que je vais pouvoir utiliser pour rebondir sur des propos que je tiens dans les vidéos, etc. Ça me permet d'avoir des petits passages un peu amusants. Voilà, je les isole aussi. Donc là, même procédé, je regarde des films dans le logiciel de montage et j'en extrais les passages que je trouve intéressants. C'est bien organisé. La prochaine question nous vient de Chloé Martineau. Comment tu fais pour trouver toutes les infos pour tes vidéos? C'est quoi tes sites de recherche? Alors merci pour cette question. Comme je l'ai dit, site de recherche Gallica, Retro News, Percé aussi, c'est un site qui recense des articles plutôt scientifiques. Éventuellement Academia, ça par contre c'est un site plutôt réservé à la publication de thèses ou de mémoires. C'est vraiment des choses plutôt pointues et j'en ai pas souvent usage, voire quasiment jamais. Et pour les informations, tout simplement, je lis les livres, je lis, tout bêtement, et je trouve donc, je prends des notes sur les choses qui m'intéressent, sur les passages que je peux trouver pertinents. C'est notamment comme ça que je trouve toutes les citations que j'utilise dans les vidéos, en lisant, tout simplement. Comment je fais pour trouver les informations? En les cherchant. On peut résumer comme ça. La prochaine question nous vient de Gus Ildrim. Bonjour, la qualité des TCBS est exceptionnelle et le travail fourni doit être extrêmement conséquent. D'où cette question, comment t'organises-tu sur la création d'un TCBS? Eh bien merci beaucoup pour ce compliment et pour cette question qui est très intéressante. Alors donc tout simplement je commence par trouver un sujet, d'avoir une idée de sujet, donc la plupart du temps c'est pas ça qui manque. Parfois en rédigeant le script sur un sujet je me rends compte qu'il sera trop grand pour être traité. C'est typiquement le cas des boutiques à surprise et de la vidéo sur les soupeuses. En fait initialement je voulais parler des lieux insolites dans lesquels il y avait des prostituées au 19e siècle. Et c'est clairement pas ça qui manque. Et en fait je voulais regrouper 3 endroits que je trouvais insolites. Et à chaque fois que je commençais à écrire, je me disais, si je veux en parler d'une manière pertinente et exhaustive, ça tiendra jamais dans une seule vidéo. Ne serait-ce que parce qu'il y a vraiment trop d'aspects et trop de choses à dire, tout simplement. Donc je trouve le sujet, je fais des ajustements
je le cerne aussi à l'écriture, le sujet en général. Ensuite, je me lance donc dans l'écriture, sachant que la phase de recherche vient avant l'écriture, mais en fait, pour tout vous avouer, pour ce qui est du Titanic et de la prostitution, j'ai déjà lu plein de bouquins sur le sujet et à chaque fois je prenais beaucoup de notes. Donc quand j'écris sur ces sujets-là en particulier, j'ai tout simplement à me référer aux notes que j'ai prises ou alors à me rafraîchir la mémoire en relisant quelques passages de livres qui m'intéressent. Mais sinon je dirais que la recherche peut prendre peut-être une semaine. Pareil pour l'écriture, une semaine, peut-être un peu moins l'écriture, parce que vu qu'en général tout est plutôt bien ficelé, je fais un petit peu un plan de ce dont je vais parler, les fameuses 3 parties que vous voyez dans toutes les vidéos, dans tous les TCBS. Et ensuite, l'enregistrement prend en général 1 heure, parfois un peu plus, mais souvent c'est 1 heure, ça va dépendre de la longueur de la vidéo. Et enfin, la chose qui prend le plus de temps, incontestablement, c'est le montage, qui peut monter facilement à 3 semaines, voire plus, 3-4 semaines pour le montage, ça va dépendre encore une fois de plus du temps que j'ai à ma disposition. Donc sujet d'abord en premier, recherche, écriture, montage, sachant qu'en fait le montage ne se termine pas au moment où j'ai bouclé une première version de la vidéo, puisqu'en général je fais un premier jet que je regarde et parfois je me rends compte de petites erreurs, de petites choses que je pourrais corriger. Ensuite je fais un deuxième jet que j'envoie donc, comme je l'ai dit, à Eric qui me fait son retour, et je fais les corrections qu'il me suggère. Et ensuite, le troisième jet, en général, il y a au moins 4 ou 5 versions de la vidéo qui sortent avant que ce soit la version définitive. Et s'ajoute à ça, après, bien sûr, la création de la miniature, qui peut prendre une soirée en général, et l'organisation des sources, etc., la rédaction de la description peut prendre quelques heures, puisque comme vous le savez, j'essaie d'être assez exhaustif sur les sources que j'emploie. J'aime bien être précis, donc je vous mets des choses précises et ça prend un certain temps d'être précis. Mais voilà comment je m'organise pour la création d'un TCBS. Maintenant, nous passons à une question d'Emma Ardouin. Hey, j'espère que tu vas bien. Je me demandais si tu arrivais à vivre de ta passion qu'est YouTube, puisque tu ne fais pas de placement de produits, etc. Cela doit être assez compliqué, mais tu postes assez souvent. Assez souvent, c'est relatif. Là, ces derniers temps, j'arrive à tenir une vidéo toutes les 2 semaines, il me semble à peu près, mais ça reste quand même un rythme à tenir. Sinon, je te remercie beaucoup pour ta question. Eh bien, la réponse est très simple, non, je ne vis pas de la chaîne. Pour être précis, les revenus directs que j'ai pu toucher grâce à YouTube, ça se porte à 1,07$ à l'heure actuelle. D'autant plus que YouTube a récemment demandé aux créateurs d'envoyer des documents fiscaux pour une histoire de pourcentage sur les... Enfin bref, quelque chose de compliqué. Et je n'avais pas envie d'envoyer mes documents fiscaux à YouTube, surtout pour 1,07$. Mais je profite de cette question pour digresser et expliquer un petit peu pourquoi je ne mets pas de publicité. En fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, la chaîne n'est pas monétisée du tout. Ou alors, quand il y a des publicités, c'est le fait d'ayant droit, moi je ne touche rien. La seule vidéo qui est monétisée, c'était la vidéo pour boire. Une vidéo que j'avais faite exprès pour ceux qui voulaient regarder des pubs pour m'aider et me faire gagner un peu de sous. Mais finalement, enfin, ça sert clairement à rien. Déjà, toutes les pubs que j'avais mises n'y étaient pas toujours. Certains n'en avaient pas. Enfin bref. Voilà, donc elle ne servait à rien. Je pense que je vais la supprimer un de ces jours. Mais mis à part cette vidéo-là, donc du coup qui m'a fait gagner 1,07$, toute la chaîne en fait n'est pas monétisée. Tout simplement parce que je n'aime pas les pubs, je n'aime pas les publicités, je n'aime pas en voir, et je trouve ça en fait un petit peu grossier de commencer par des publicités, de trucs, de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je vais proposer, ce dont je vais parler dans la vidéo, et en plus je n'ai pas envie que lorsque vous venez voir mon travail, donc ce que je fais moi, en tant que créateur, quelqu'un vienne, vous voyez, quelqu'un vienne en fait s'interposer quelques instants entre vous et moi pour vous vendre un truc, pour vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Donc voilà, il y a suffisamment de publicité sur YouTube, je n'en voulais pas sur ma chaîne. Après, c'est le jeu, pas de publicité, pas d'argent avec YouTube directement. Par contre, je touche un petit revenu avec Tipeee, et je remercie d'ailleurs les tipeurs de me faire confiance dans ce que je fais. Le gros avantage aussi, en ne dépendant pas de la monétisation des vidéos, c'est que je peux me permettre de parler de tout un tas de sujets sans me préoccuper de savoir si tel ou tel industriel daignera mettre sa réclame devant mon travail. Je m'en fiche, je fais ce que je veux. Pour vous donner un exemple concret, là le prochain TCBS qui va sortir, le sujet ne passera jamais la monétisation. Enfin
c'est une évidence. La seule chose qui me contrarie un petit peu, c'est pour les fictions ou ce genre de choses, quand j'utilise des musiques, que le robot les détecte et qu'il décide de mettre des pubs sur les fictions, ça m'embête un peu, parce que du coup c'est indépendant de ma volonté, et ça sort de l'immersion que j'essaye de mettre dans les fictions. Donc si vous êtes sur la chaîne du Strige, activez Adblock au maximum, parce que de toute façon, toutes les publicités que vous verrez chez moi, ce sera des sous qui n'iront pas dans ma poche. Si vous voulez me donner des sous, allez sur Tipeee, c'est le meilleur moyen de me soutenir. C'est ça qui permet en fait de conserver l'indépendance de la chaîne, de me permettre vraiment de traiter les sujets que je veux, oui c'est ça en fait, c'est l'indépendance, c'est vous me faites confiance en tant que créateur, et grâce aux revenus dégagés par Tipeee, je peux me faire de l'argent avec mon travail, et je peux rester indépendant dans ce travail et continuer de le traiter à ma manière, sans brider la créativité. J'ai un petit peu digressé, mais je tenais quand même à préciser ce point, parce que c'est une particularité de la chaîne, et j'espère que vous appréciez quand vous venez chez le Strige, de ne pas être harcelé de réclames intempestives. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réclame sur mes vidéos, mis à part les petites publicités que je fais naturellement pour moi-même, mon Tipeee, ou bien pour inviter les gens à aller un peu écumer le reste de la chaîne. Et pour celles et ceux qui ne peuvent malheureusement pas faire de don, vous pouvez toujours aller sur Tipeee. Il y a maintenant une fonction, la fonction Clippy, qui vous permet en fait de visionner des publicités. C'est un petit peu comme Utip, et les revenus que vous visionnerez sur la page, ça fait quelques centimes du coup qui sont ajoutés à la cagnotte mensuelle. Voilà pour cette question qui a eu le droit à une réponse assez longue, alors qu'en définitive, elle aurait pu être très courte. Eh bien, nous avons fait le tour des questions pour la chaîne, nous allons donc maintenant passer aux questions concernant les fictions. Alors avant toute chose, pour ce qui est des fictions, si vous ne les avez pas vues, et que vous voulez les écouter, je ne peux que vous conseiller de sauter éventuellement ce passage, puisque potentiellement, je divulgacherai certaines histoires. Avant qu'on se lance, je vais partir du principe que vous avez bien vu et écouté les fictions dont on va parler, donc je ne ferai pas de raccourcis, je n'expliquerai pas les choses. Voilà. Alors la première question qui nous a été posée sur Tipeee par Yannick, le récit Votre grâce est sur les dents, a-t-il une chance de voir une suite arriver sur ta chaîne un jour? Eh bien, tout à fait, ce n'est pas un secret, la suite est prévue depuis bien longtemps, mais c'est une question de temps. Je n'ai pas le temps en fait de travailler dessus comme je le voudrais. Le plan est fait, 6 ou 7 chapitres sont écrits, mais en fait je ne peux tout simplement pas me consacrer à l'écriture, tout simplement parce que le temps me manque. C'est-à-dire que les heures que je passe à écrire, ce sont des heures que je ne passe tout simplement pas à travailler sur les vidéos, et ce sont les vidéos qui permettent de faire aussi vivre la chaîne et la faire grandir. L'inconvénient aussi des fictions, c'est que ça prend beaucoup de temps à écrire, et quand c'est en cours de publication, ça monopolise aussi beaucoup de temps sur la chaîne. Vous voyez, pour ceux qui ont écouté Strashnov, vous savez que ça a dû commencer au mois de juin, et ça a été publié toutes les semaines, jusqu'au mois de septembre, il me semble, donc ça monopolise aussi beaucoup de temps sur la chaîne. Mais pour répondre à ta question plus succinctement, oui, il y aura la suite, elle est déjà prévue, elle est déjà commencée, etc., mais tout simplement le temps me manque pour travailler dessus. C'est comme ça. La deuxième question nous vient de Tipeee aussi, il s'agit de Chikacha. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Avez-vous un livre dont vous ne vous lassez pas? Eh bien, il me semble que du coup la question des inspirations avait été posée dans la première partie, c'est l'occasion du coup de répondre. Tout simplement, les inspirations, beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de musique. Je vais citer aussi les jeux vidéo, bien sûr, puisque certains proposent des choses très complexes et beaucoup plus profondes que ce qu'ils laissent supposer au premier abord. Et il y a aussi beaucoup de propositions esthétiques que je trouve très intéressantes. La peinture aussi, et les arts d'une manière générale, m'inspirent beaucoup. D'ailleurs, je m'amuse parfois à rédiger en fait des descriptions d'œuvres, essayer de décrire des œuvres, et en fait de ces descriptions d'œuvres peuvent surgir des choses qui viendront ponctuer les histoires. Et sinon, en ce qui concerne les livres, source principale d'inspiration pour les livres, eh bien ça dépend tout simplement des fictions. Pour Votre grâce est sur les dents, la source principale, et d'ailleurs ça répondra à la seconde question, avez-vous un livre dont vous ne vous lassez pas? L'inspiration principale de Votre grâce est sur les dents, c'est bien entendu la série des SAS de Gérard de Villiers, livre dont le titre ne vous dit peut-être rien, mais les couvertures que je vous montrerai vous parleront forcément beaucoup plus, vous en avez sûrement déjà vu. Les SAS, voilà, je ne m'en lasse pas, je les lis la plupart du temps lorsque je suis en voyage, donc dans l'avion et ce genre de choses-là, c'est très bien, j'en achète à l'aéroport, je fais le voyage et ça me fait toutes les vacances et je reviens, j'ai terminé le livre, il était super, il y a beaucoup d'action, etc. Enfin c'est vraiment, voilà, n'importe lequel, je suis preneur. Je vous montrerai éventuellement la petite collection que j'ai, sachant qu'en fait j'ai découvert
découvert ces livres-là tout à fait par hasard. J'étais à Paris et j'avais découvert un carton rempli de SAS et je connaissais pas trop et je m'étais dit qui met ces livres comme ça dehors dans des cartons à l'abandon. Donc je les ai recueillis et je les ai tous lus. Et je suis toujours content quand je retrouve un nouveau que je n'ai pas. Et j'ai beaucoup de marge puisque je crois qu'il y en a plus de 200, donc voilà, j'ai encore de bonnes lectures en perspective. La question suivante nous vient de Laura et Matt. Quand on écoute Votre Grâce est sur les dents et qu'on regarde certains TCBS, on a l'impression que Paris n'a pas de secret pour toi. Y as-tu vécu ou est-ce le fruit de longues recherches? Est-ce que tu aimes la Paris actuelle? Félicitations pour ce cap franchi, c'est amplement mérité. Merci beaucoup. Je n'ose demander, est-ce que Falco et Olwen vont se revoir? Eh bien, et pour ce qui est de Falco et Olwen, se reverront-ils? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura une suite. Est-ce qu'ils se retrouveront? C'est une autre affaire. Sinon, merci beaucoup pour tes compliments. Alors, est-ce que j'ai vécu à Paris? Paris n'a pas de secret pour moi. Eh bien si, puisque Paris a toujours des secrets. On a beau y passer toute sa vie, on y découvrira toujours des choses qu'on ne soupçonnait pas et dont on sera toujours surpris. Y ai-je vécu? Oui, j'ai vécu pendant 7 ou 8 ans dans le 16e arrondissement, entre Auteuil et Passy. Et j'allais souvent flâner dans le bois de Boulogne, notamment aux abords des lacs inférieurs et supérieur et surtout au parc du Pré-Catelan, voilà, qui est un parc fort méconnu de Paris et où il n'y a jamais personne sauf le samedi, où il y a toutes les familles qui vont pique-niquer. Mais j'allais souvent là-bas, vous pourrez peut-être m'y croiser à l'occasion. Sinon, pour revenir à nos moutons, je fais aussi des recherches sur les sujets, bien sûr, je ne peux pas tout savoir comme ça, le savoir vient bien de quelque chose, et en l'occurrence, pour moi, il vient de recherches. Donc je connais un peu Paris, et je peaufine mes connaissances avec les recherches, d'autant plus que la Paris actuelle est bien différente de celle du 19e siècle. D'ailleurs, pour répondre à la question « Est-ce que tu aimes le Paris actuel ?» Eh bien, je n'ai tout simplement pas d'opinion, c'est une ville, elle est comme elle est, il n'y a pas de... Voilà, je ne vois pas trop ce que je peux dire d'autre. Mais oui, j'aime bien. La question suivante, donc, de Vivien Dario. Tu utilises quelle source d'inspiration pour créer tes fictions? Eh bien oui, voilà, j'en ai déjà parlé. Mais du coup, je me rends compte, en fait, en lisant cette question-là, que j'ai parlé que des inspirations pour Votre Grâce et sur les dents. Donc j'avais dit qu'il y avait beaucoup de musique, certains jeux, etc. Si on veut parler des autres fictions, notamment Strashnovo, La Tour de Nesle, et Le Vieux Seigneur, alors je vais les faire dans l'ordre de publication. La Tour de Nesle, c'était tout simplement inspiré d'un fait divers réel que j'ai découvert en faisant mes recherches pour le TCBS sur les balles. Je me suis aperçu en fait qu'il y avait un truc qui revenait assez souvent dans les témoignages que j'avais trouvés, et en fait il parlait de la Tour de Nesle, et je me disais mais qu'est-ce que c'est que... Pourquoi ils en parlent? Pourquoi ça a l'air d'avoir autant marqué les esprits? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et en fait en creusant un peu, j'ai découvert que c'était quelque chose en fait d'assez obscur. Il y avait relativement peu de sources sur le sujet, il y avait juste peut-être un ou deux articles, il y avait quelques articles sur le jugement, le verdict qui avait été rendu, et la manière dont s'étaient comportés les accusés pendant qu'on rendait le verdict, quelques éléments aussi, quelques articles sur les faits en soi, ce qui avait été fait par nos fameux gaillards de la Tour de Nesle, mais pas grand chose, et en fait je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est horrible, mais c'est incroyable et ça mérite bien qu'on en parle. Donc voilà, donc fait divers pour la Tour de Nesle. Pour ce qui est de Strashnovo, eh bien, les sources sont peut-être un peu plus variées. Comme je vous l'ai dit, j'écoute pas mal de musique, et donc la musique y est pour quelque chose dans Strashnovo. Il y a aussi un livre qui s'appelle SS, tout simplement. C'est en fait le témoignage d'un membre de la SS qui a fait la campagne de Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, et en fait, il raconte sans tabou, dirons-nous, son expérience de son embrigadement dans la SS jusqu'à la défaite des Allemands et à sa capture par les Soviétiques, si je me souviens bien. Et c'est dans ce livre-là que j'ai découvert l'histoire de la ville d'Odessa, qui pendant la Seconde Guerre mondiale a été... je ne me rappelle plus tout à fait l'histoire pour être vraiment très précis, donc je vais me contenter des grandes lignes. En fait, cette ville était envahie par les Allemands, occupée par les Allemands, et une partie des résistants s'étaient réfugiés dans les souterrains de la ville qui sont énormes et gigantesques. Donc c'est notamment la ville d'Odessa qui a servi d'inspiration pour Strashnovo, et aussi Strashnovo a la particularité en fait d'être initialement le déclencheur de cette histoire-là, c'est tout simplement un mauvais rêve. Voilà, j'ai passé une mauvaise nuit, et en fait dans ce mauvais rêve, j'avais en fait la vision de quelqu'un, la vision d'un soldat en fait dans une ville
enneigé, et ce soldat était coincé derrière une voiture, et en fait il ne pouvait pas... je sais plus s'il était seul ou s'ils étaient plusieurs, mais en tout cas j'avais rêvé de ce soldat ou ce groupe de soldats qui était piégé derrière une voiture et qui ne pouvait pas en sortir. Il pouvait pas sortir de derrière cette voiture tout simplement parce qu'on leur tirait dessus, et que s'il sortait en fait c'était pour se faire tuer. Et c'est ce mauvais rêve-là qui a vraiment déclenché Strasznowo. En fait, le lendemain, j'ai pris des notes, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Pourquoi ce soldat serait-il de retrouver derrière une voiture? Comment est-il arrivé là? Qui lui tire dessus, etc. Des questions auxquelles j'ai essayé de répondre, et puis finalement, de fil en aiguille, avec les lectures que j'avais à ce moment-là, notamment le fameux livre SS, l'auteur s'appelle Peter Neumann, mais c'est un nom de... D'ailleurs, Peter Neumann, je me rends compte que c'est un nom qui est utilisé dans l'histoire, d'ailleurs, pour l'un des protagonistes. Je ne vous dis pas lequel, et bien tout simplement c'est un clin d'œil à cet auteur, qui a quand même apporté sa pierre à l'édifice, puisque c'est lui, tout simplement, qui m'a donné un peu l'idée d'avoir les antagonistes aussi déterminés que ceux qu'on a dans l'histoire. Donc pour Strasznowo, de la musique, de l'ambiance surtout, que vous pouvez entendre d'ailleurs la musique, en fait, souvent les musiques que vous entendez sont des musiques qui m'ont inspiré dans la création, des musiques que vous entendez dans les fictions. Donc pour Strasznowo, tout simplement ceci, un mauvais rêve, un livre un peu douteux, des musiques, et voilà, le tour était joué, entre guillemets. D'ailleurs, avant qu'on change de sujet, j'en profite pour vous révéler, si vous ne l'aviez pas déjà vu, que toute l'intrigue de Strasznowo est en fait révélée dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, vous avez toutes les réponses aux questions, pour ceux qui savent observer bien sûr, puisque j'ai caché quelques indices qui vous permettent de tout deviner. Mais je suis assez content car personne n'a vu les éléments, je m'en félicite, c'est très bien. Pour ce qui est du Vieux Seigneur, je pense que les inspirations sont plutôt à chercher du côté de Lovecraft et d'Émile Zola, puisque je suis en train de lire la série des Rougon-Macquart, et en fait je voulais faire une histoire qui soit fantastique, comme celle de Lovecraft, mais avec une plume et une façon d'écrire et de raconter qui sonne pas vraiment 21e siècle. Une façon de raconter où on a vraiment l'impression de tomber justement chez un vieux libraire, de prendre un livre au hasard et de tomber en fait sur une histoire étrange et bizarre. C'est cette émotion que je voulais retranscrire aussi, et encore une fois la musique était aussi pour beaucoup, notamment la bande originale du film Hexan, le fameux film sur les sorcières dont vous voyez beaucoup d'extraits dans les TCBS. Bien la bande originale est vraiment très bien, des fois je l'écoute juste... même sans voir le film, j'ai isolé la bande et je me la passe de temps en temps. Et certains passages en fait ont tout simplement inspiré, notamment le passage dans lequel on découvre la boutique du libraire et dans lequel il y a toute cette description de la boutique. Et donc voilà pour ce qui était du Vieux Seigneur, et je voulais aussi, avec cette nouvelle-là, expérimenter le fait qu'on soit deux à raconter une histoire. Donc Andra a eu la gentillesse d'accepter de le faire. C'était très bien, et peut-être quand l'occasion se représentera, nous retravaillerons ensemble s'il est d'accord, bien entendu. Voilà donc pour les sources d'inspiration, tout simplement, ça dépend. Ça dépend de la fiction. Question suivante, la réponse était un peu longue, hein. Question suivante, y aura-t-il des fictions longues comme La Tour de Nesle, Votre grâce est sur les dents, et ma préférée dont le titre est en russe et que je n'ai pas envie d'écorcher ici. C'est un format que j'adore et qui doit nécessiter beaucoup de travail, merci pour vos vidéos, elles sont géniales. Eh bien, question de temps, en fait, c'est tout simplement une question de temps. Je peux pas, j'ai tout simplement pas le temps pour travailler sur les fictions autant que je voudrais. Parfois, je peux prendre quelques heures, mais ça mène pas à grand chose. Mais il y a plein d'idées, hein, il y a plein de choses que j'aimerais faire, etc. Mais question de temps, pour l'instant, je peux pas. Tout simplement, malgré moi. Et en ce qui concerne le temps de travail d'une fiction, oui, ça nécessite beaucoup de temps, surtout pour ce qui est de l'écriture, parce que c'est l'essentiel dans ce genre de format, d'avoir quelque chose qui soit bien écrit. Et j'essaye d'écrire au mieux. Et en ce qui concerne la réalisation, j'en avais déjà parlé, il me semble, sur une vidéo d'actualité sortie l'été dernier. C'est quelque chose qui nécessite aussi un travail de longue haleine. C'est-à-dire que les fictions, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de place sur la chaîne. En publier une, ça va être au moins 3 semaines pour ce qui est du Vieux Seigneur, mais ça a pu durer plusieurs mois pour ce qui est de Strasznowo. Et sachant aussi que, la plupart du temps, enfin c'est arrivé pour Strasznowo, et pour La Tour de Nesle, je commence à publier sans avoir écrit la fin. Quand on commence à publier, après ça fait vraiment une pression supplémentaire, sachant qu'il y a un rythme à tenir, la suite doit sortir, puisque tout le monde l'attend. Donc il y a une petite pression qui se met, après c'est stimulant, mais voilà, ça nécessite aussi beaucoup de travail. Et oui, voilà, pour l'anecdote, la fin de Strasznowo n'était pas écrite, elle était décidée, mais elle n'était pas écrite au moment où le premier épisode est sorti. Et voilà. Mais sinon, merci beaucoup pour ton compliment, je suis ravi que ça te plaise. Et bien voilà, c'était tout pour les fictions, nous allons passer maintenant à la suite. J'essaie d'être assez exhaustif dans mes réponses, d'où peut-être une certaine longueur, mais bon, j'espère que cela vous plaît. Nous passons donc aux questions sur ma petite personne qui, même si je ne vois pas l'intérêt, vous intéresse plutôt, j'ai cru remarquer. Mais bon, vous avez tellement insisté
que je me livre à l'exercice. La première question nous vient donc de Vinbiz4786. Tes vidéos sont d'une qualité rare et exceptionnelle. Merci beaucoup pour ce compliment. As-tu étudié l'histoire avant de te lancer sur YouTube ou est-ce une passion de toujours? Est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Je suis curieux de savoir qui est derrière cette douce voix. Eh bien, ai-je étudié l'histoire? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans la première partie, mais oui, je vais peut-être détailler un peu plus. Master, du coup, en histoire médiévale à la Sorbonne, et mon sujet de mémoire portait sur les prisonniers francs faits par les Vikings entre le 9e et 11e siècle, voilà. Un sujet tout à fait passionnant, qui était plein de surprises, comme on s'en doute quand on étudie un peu les Vikings. Sinon, est-ce que je pourrais me présenter? Eh bien, que dire honnêtement, je vois pas grand-chose à dire sur moi. Voilà. Si, j'aime beaucoup le saumon. C'est un trait de ma personnalité assez conséquent, qui permet de me soudoyer. Eh bien, la prochaine question nous vient de cette personne, dont je ne m'amuserai pas à tenter de prononcer le pseudo, mais dont j'apprécie la construction. D'où vient une telle passion pour la fin du 19e, début 20e siècle? Au risque de vous surprendre, c'est l'histoire en général qui m'intéresse, pas spécialement le 19e et début 20e. Je trouve que chaque période historique a son charme. En fait, j'ai choisi le 19e et début 20e tout simplement parce que c'était dans la ligne de Votre Grâce est sur les dents, donc un peu la raison qui a fait naître cette chaîne. C'était pour rester un petit peu dans cette ligne-là, et puis pour en fait aller un peu plus loin dans les endroits qu'on avait pu voir dans le roman. Et puis c'est aussi une période dont j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient une vague idée. C'est une période en fait que je trouve intéressante parce qu'elle est à la fois relativement loin de nous, mais en même temps relativement proche. Dans le temps je parle, parce qu'au niveau des sociétés on a quand même pas mal changé. Mais voilà, je trouve en fait que cette période a une esthétique intéressante. Elle est pleine de contradictions aussi, puisque c'est une période, on parle d'esthétique intéressante, c'est une période dans laquelle on essaie de redoubler d'efforts au niveau de l'art, au niveau des conceptions, au niveau de l'architecture, etc. D'un côté on a ça, on a cette espèce d'élan intellectuel, scientifique, artistique, mais d'un autre côté on a aussi l'émergence des luttes de classe, des conflits très violents, que ce soit la Première Guerre mondiale ou même d'autres guerres qui l'ont précédée, les rapports entre les classes qui sont aussi très violents, on se rend pas forcément compte, mais quand on s'intéresse un petit peu à cette période-là, on comprend qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut selon son rang social, et selon son sexe aussi. Donc c'est ça que je trouvais intéressant en fait dans cette période-là, c'était son esthétique, le fait qu'on en soit relativement proche, que tout le monde ait son petit avis dessus, que tout le monde ait une certaine vision de cette société-là, et le fait qu'elle soit aussi complexe et aussi, contradictoire. Mais sinon, l'histoire en général, ça me plaît beaucoup. La prochaine question nous vient de Lola Nara. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire professionnel? J'ai fait une licence en histoire, puis le master, comme je vous l'ai dit, en histoire médiévale. J'ai fait des cours à la Sorbonne pour les étudiants de première année, je m'occupais des cours de français et du tutorat. Sinon, je travaille depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans sur la chaîne Poisson Fécond, comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà pour ce qui est du parcours scolaire professionnel, il n'y a finalement pas grand-chose à dire. Alors, la prochaine question nous vient de Ambre J. Tes livres, films, séries préférées? Et bravo, ton travail est incroyable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Livre préféré, donc je l'ai déjà dit, il s'agit de la série des SAS de l'inénarrable Gérard de Villiers. Pour ce qui est des films, je vous avoue que je n'aime pas particulièrement le cinéma, c'est quelque chose qui me laisse relativement indifférent, je n'ai rien contre, c'est juste, ce n'est pas ma tasse de thé, mais dans les films que j'aime bien, j'ai bien aimé The Lighthouse, que j'ai vu au cinéma, je crois que c'est la dernière fois que je suis allé au cinéma. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé ce film-là, et sinon, film préféré... Le Seigneur des Anneaux, sans doute, puisque je l'ai vu un nombre incalculable de fois, sans m'en lasser, mais en y réfléchissant, je ne vois pas quoi dire d'autre au niveau des films. Série préférée, l'émission Striptease, bien sûr. Est-ce qu'on considère ça comme une série ou pas? Moi, personnellement, oui. Mais sinon, en série plus classique, qu'est-ce qui m'a marqué? Pas grand-chose, je crois. Je vous avoue que je ne suis pas un aficionados des séries. La prochaine question nous vient de Takeo Otori. Étant un grand passionné du 19e et du début 20e siècle, et décrivant toujours avec moult détails les costumes qui figurent dans tes livres et tes vidéos, je présume que tu dois en avoir une sacrée collection. Une vidéo de présentation sur celle-ci serait épique. Eh bien, je te remercie. Une sacrée collection peut-être pas, j'ai quelques pièces intéressantes. La collection à la rigueur ce serait plutôt sur les cravates, parce que j'en porte assez régulièrement. Une vidéo de présentation sur ceci serait épique. Eh bien, sans doute, mais je doute que ce soit digne d'intérêt pour être présenté. Et puis en plus, si je montre tout, ça retirera toute la surprise que tu pourrais avoir si un jour nous nous croisons.
et que je porte mon beau manteau de velours et la cravate appropriée. La prochaine question nous vient de Jean Guilhem qui demande d'où vient l'appellation le strige et pourquoi l'avoir choisi. C'est tout simplement la photo qui sert d'illustration encore aujourd'hui à la chaîne. C'est une photo qui s'appelle le strige et je trouvais ça intéressant parce qu'on avait un homme relativement méconnu, même si son identité est connue. Je me la rappelle plus, mais le photographe est Charles Nègre, il me semble. Mais l'identité du monsieur est connue, mais je trouvais ça intéressant en fait d'avoir quelqu'un qui était à côté d'une gargouille qui est du coup la strige. La strige c'est la gargouille et à mon sens le strige c'était cet homme. Je trouvais ça bien parce que comme la chaîne a été créée dans le but de publier Votre Grâce est sur les dents, et que dans cette histoire il est question de choses, de créatures un peu surnaturelles qui sont relativement apparentées au strige, je trouvais ça intéressant de choisir ça. Et puis finalement, en évoluant un peu, en développant la chaîne et en faisant les TCBS, je me suis rendu compte que ce surnom était tout à fait approprié, puisque bien la strige c'est tout simplement aussi la gargouille qui observe ce qui se passe depuis des siècles, sans émettre aucun jugement, juste en observant une figure de pierre qui est comme ça, à regarder ce qui se passe. La question suivante nous vient de Tipeee, et elle a été posée par Audrey. D'où vient cet amour de Paris, et plus particulièrement du Paris du 19e et 20e siècle ? Eh bien, étant un fan d'histoire, je trouve que c'est une ville qui est tout à fait appropriée pour ceux qui sont fans d'histoire, puisqu'il y a plus de 2000 ans d'histoire qui s'y sont passés. C'est une ville que je trouve très intéressante, où en fait les strates des différentes périodes historiques sont encore visibles de nos jours. Si vous vous baladez, vous pouvez voir les thermes, le mur d'enceinte de Philippe Auguste, vous pouvez en fait aller dans des cafés qui ont été fréquentés par des grands auteurs, ou bien aller dans des rues qui autrefois étaient des rues complètement infréquentables. Chaque endroit à Paris, chaque rue recèle en fait son petit morceau d'histoire. C'est ça qui m'intéresse particulièrement dans cette ville. Et sinon, pour ce qui est du 19e et 20e siècle, j'y ai déjà répondu, mais je reprécise que je ne suis pas sectaire et j'aime beaucoup aussi les autres périodes historiques. La question suivante nous vient de deux kanji que je ne saurais pas prononcer, suivi de Lei. As-tu un style vestimentaire vintage? Si c'est le cas, quel homme? Bien, vintage c'est déjà assez large, ça va quand même des années 90, 80 à un siècle en arrière, mais j'entends souvent la réflexion que de nos jours nous sommes moins bien habillés que notamment au 19e siècle ou même dans la première moitié du 20e siècle. Peut-être c'est une question de goût tout simplement, mais si vous trouvez que les vêtements d'aujourd'hui sont moins élégants, il ne tient qu'à vous d'en trouver des beaux. La balle est dans votre camp, je pense notamment aux messieurs qui souvent, par flemme, s'habillent d'une manière tout à fait banale, avec relativement peu de goût. Voilà, mon avis sur la mode. Mais pour ce qui est de mon style vestimentaire, bien ça dépend surtout des saisons, puisque je trouve que l'hiver et l'automne se prêtent nettement plus à s'habiller d'une manière élégante. L'été, je suis moins rodé, mais je fais de mon mieux. Mais je suis un habitué des cravates et des chemises, même si vous pouvez me voir en t-shirt, notamment à l'occasion des festivals dans lesquels je vais parfois. Et enfin, la dernière question nous vient de Jérôme El Savigny. Bonsoir mon cher, quels sont vos goûts musicaux ? Eh bien, pour les goûts musicaux, c'est tout simple. Si vous voulez savoir les groupes ou les musiques que j'écoute, tout est sur Instagram. Je poste régulièrement en story les chansons que j'écoute et les groupes qui me plaisent. Sinon, je vais peut-être faire une petite liste non exhaustive des groupes que j'apprécie. Voilà, mes goûts sont assez éclectiques. Ça va de ce genre de choses à ce genre de choses. J'aime beaucoup les formats physiques, CD, cassette et vinyle, j'écoute plutôt là-dessus, quitte à me faire mes propres cassettes quand elles n'existent pas. Je vais faire une petite liste, ce sera mieux, ce sera plus pratique. Mais sinon, vous pouvez facilement connaître mes goûts en allant sur Instagram ou tout simplement en écoutant les fictions, ou même les TCBS. Certains d'entre vous l'ont vu. Je suis un fan de Pensée Nocturne, qui est un groupe français très très bien. Je vous recommande chaudement d'aller écouter leurs albums, et mieux d'écouter l'album en lisant les paroles. C'est encore mieux. Enfin bref, je vais pas m'étaler, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vos questions auront trouvé des réponses, bien sûr. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous rappelle que le Tipeee est en description. N'hésitez pas, c'est un excellent moyen de lui permettre de gagner en autonomie et en indépendance. Et encore merci aux tipeurs de me soutenir, ça me permet d'investir dans du matériel, ça me permet de générer un petit revenu avec le travail que je fournis. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette foire aux questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain TCBS qui sera sur un sujet étrange. Je n'en dis pas plus.